Bonjour Sylvie, bonjour Simon. Bonjour. Bonjour Jeanne. Aujourd'hui, on est là pour parler des usagers. Vous avez tous les deux associé les usagers d'une manière différente dans des projets et on aimerait bien en savoir plus. Simon, est-ce que tu peux nous dire qui tu es, d'où tu viens et ce que tu fais? Alors, je m'appelle Simon Moverman, je suis directeur général adjoint des services de la ville de Villeurbanne. Je m'occupe des sports, de la solidarité des personnes âgées, de la santé publique et de la vie associative au sein des services de la ville de Villeurbanne. Pourquoi est-ce que tu as été rencontrer tes usagers? On est allé rencontrer les usagers parce qu'on se posait une question de changement de méthode avant tout et une question pratique sur la question de l'autonomie des personnes âgées qu'on accueille dans nos résidences à Villeurbanne, avec l'élément important sur l'activité physique des personnes âgées. Et la question plus de méthode, en fait, c'est comment sortir du classique, parce que dans une mairie, les usagers, on les voit, ils sont pas loin de nous, on les croise en sortant de la mairie, on les rencontre dans la rue, on a un contact très proche, les élus sont en contact permanent avec les usagers. On fait des enquêtes de satisfaction parfois, on leur pose des questions. Mais on avait l'intuition que ça ne suffisait pas forcément et que ces retours, ces modes classiques d'interrogation ne suffisent pas à vraiment comprendre comment fonctionnent certains usagers, notamment les plus fragiles, ceux qui ne vont pas s'exprimer, ceux qui peuvent avoir des sentiments d'un peu d'éloignement avec notre administration. Et là, ce qu'on nous a proposé dans le cadre d'un projet de méthode, c'est d'aller juste les regarder. Non pas ce qu'ils pensent, mais ce qu'ils font vraiment. Et ce qui a été très original, et pourquoi cette expérience, elle est pour nous très marquante, et elle va sans doute pas mal révolutionner nos pratiques professionnelles, c'est que déjà ce passage à l'observation plutôt qu'à l'interrogation, il est important. Et en plus, dans la méthode, on n'a pas fait appel à un regard extérieur, un cabinet, un sociologue ou un ethnographe. On est devenus nous-mêmes, on s'est formés modestement à l'ethnographie. Quand je dis nous-mêmes, c'est des agents, plutôt des cadres, mais aussi des cadres intermédiaires de terrain. Moi, j'étais aussi dans l'équipe, et autour de cette équipe, on est allé observer. On a appris à observer, on a appris à mettre de côté le plus possible nos représentations, ce qu'on pouvait aller plaquer sur notre usager tel qu'on l'imaginait, pour prendre le temps de regarder ce qu'il fait concrètement. Donc ça s'est traduit par une équipe d'une douzaine de pionniers qui se sont formés et qui sont allés dans les résidences. C'est des résidences autonomie où sont accueillies des personnes de plus de 60 ans. Ils y habitent, ils y vivent, ils y mangent, ils y font leurs loisirs, et puis ils ont le droit de sortir aussi. Et on allait se poster à l'extérieur, à l'intérieur, au temps du déjeuner, et on avait un carnet, et on devait noter, d'être le plus descriptif possible de ce qu'on percevait. Le but, c'était de rassembler tout ce matériau pour ensuite chercher ce qu'on appelle des nudges, pour trouver des incitations à la pratique physique. Mais là où c'est à renouveler l'intérêt et sur l'usager, c'est cette phase d'écoute, d'observation et surtout de regard le plus neutre possible. Qu'as-tu découvert d'incroyable? On n'a pas forcément découvert des choses totalement incroyables, mais il y a un premier effet qui est extrêmement puissant, c'est le décloisonnement. Puisque dans l'équipe, je ne l'ai pas précisé juste avant, il y avait des gens qui connaissaient très bien le domaine, des directrices de ces résidences connaissent bien leur public et leurs usagers. Mais on avait aussi des personnes, par exemple, qui s'occupaient de l'action sociale, qui s'occupaient des piscines, qui n'avaient rien à voir avec le champ et qui sont venus apporter leur regard neuf et ont découvert ce champ-là. On n'a pas fait de découverte révolutionnaire, mais on a bien identifié, par exemple, des moments très importants. On sait qu'à 11h30, il se passe beaucoup de choses. Et si on veut agir sur ces leviers, on sait que ce temps-là est important. Pourquoi? Parce que c'est le temps préalable au repas. Les personnes se réunissent dans le hall, vont consulter le menu du jour et on a identifié par exemple que dans leur chronobiologie, ce moment était extrêmement important. À d'autres moments, on s'est rendu compte qu'il ne se passait rien, voilà, qu'ils dormaient ou qu'ils regardaient la télé ou qu'ils faisaient autre chose, c'était un temps consacré plus à l'intime. Et donc on a pu scander toute la journée et repérer les moments favorables à l'introduction de ces coups de pouce, de ces nudges. On s'est rendu compte aussi, par exemple, que la question du sport n'était pas la bonne approche. Dire à une personne âgée, à certaines personnes âgées en tout cas, parce qu'on a aussi complété par des récits, par des carnets de bord que les usagers, en plus de l'observation, ont remplis sur leur journée, en décrivant ce qu'ils faisaient, de partir plutôt du comportement et pas de la description ou de l'avis, avec leur humeur, par exemple. Ils disaient, voilà ce que j'ai fait aujourd'hui, et voilà mon humeur.
humeur. Donc il mettait un petit smiley. Ça, si, rentrer dans l'état émotionnel de l'usager, c'est rarissime qu'on le fasse. Souvent, on lui demande, êtes-vous content de l'accueil? Avez-vous été satisfait? Les délais de traitement étaient-ils bons? C'est rare qu'on lui demande dans quel état d'esprit étiez-vous. Est-ce que vous étiez joyeux, heureux, triste, malheureux? Toutes ces choses-là, je ne dis pas qu'on ne les avait pas... on ne pouvait pas les deviner, mais on les a partagées et vraiment en observation. Moi-même, c'était en juillet dernier, je me suis mis 2 heures à l'entrée de la résidence et j'ai observé. Et notamment pour des cadres, ce que ça provoque, c'est vraiment de se poser, de ne pas proposer et de regarder pendant 2 heures avec un carnet. C'est un changement de posture vis-à-vis de l'usager qui est extrêmement puissant et qu'on a déjà maintenant intégré, en dehors de ce projet-là, dans nos pratiques quotidiennes. Comment as-tu sélectionné tes pionniers? Alors les pionniers, le principe a été le volontariat, le droit à l'erreur. On ne savait pas dans quoi on se lançait. Donc le droit à l'erreur et le volontariat, c'est aussi la possibilité d'abandonner. Donc on est parti de 20 que j'ai sollicité assez largement, qui se sont montrés intéressés. On a fini un groupe d'une douzaine. Certains se sont embarqués en cours de route. Et cette déperdition, elle était un peu pensée dès le départ et elle faisait partie des choses. Donc il n'y a pas eu de sélection précise. Appel à volontariat, l'idée étant aussi de se former à ces nouvelles techniques et aussi d'accepter de se tromper. Donc, et en l'espèce, ça a très très bien fonctionné. N'ayant forcé personne, les gens étaient volontaires, ils ont été très motivés de découvrir ça. Alors comment ont réagi tes usagers quand ils se sont rendus compte que tu les observais? Alors, ils ont plutôt bien réagi. On leur a expliqué qu'on réfléchissait à l'évolution des résidences. Donc les directrices ont été chargées de leur expliquer que des collègues de la mairie, parfois d'autres services, avaient été missionnés pour venir voir comment ça se passait et faire émerger des idées. On n'avait pas donné précisément le sujet d'action, parce qu'on l'a présenté de manière un peu plus globale, pour pas non plus induire des comportements. Et ça s'est bien passé aussi parce que ce sont des résidences où il y a une directrice qui est connue et dans la mesure où il y a eu une information, les personnes étaient curieuses, venaient parfois poser des questions, puis parfois vivaient leur vie tout à fait classiquement. Voilà, il faut dire que le terrain était bienveillant. Là, on a choisi un terrain, pour commencer, plutôt cadré et plutôt sympathique, on va dire. Si on va sur des terrains plus complexe, il faudrait sans doute qu'on ait un travail de préparation plus important. C'est un outil extrêmement puissant, je trouve, dans la connaissance qu'on retire de l'usager, le changement de regard professionnel et la posture, c'est extrêmement important aussi sur les agents eux-mêmes. Alors tu nous as parlé de carnet, d'observation, de notes. Est-ce que tu peux nous résumer la méthode que tu as employée pour observer tes usagers? On devait reprendre ces techniques donc d'immersion dans un terrain, avec un carnet, et la consigne, la formation, c'était vraiment d'être le plus descriptif possible, de ne pas plaquer des choses. Néanmoins, quand on observe, on ressent des choses, on peut avoir des idées, et donc on nous a conseillé de bien distinguer ce qu'on observait, ce qu'on décrivait. La personne rentre, elle a un caddie, elle a une canne, ils sont 2, il fait chaud, noter aussi l'environnement, ça c'est des choses qu'on ne fait pas toujours. Et aussi de distinguer à part, dans une colonne, ce qu'on ressent. Sentiment de malaise, sentiment je suis mal à l'aise dans l'observation, ou des idées qui émergent, de bien distinguer la partie observation objective de déjà ce qui va être l'idée ou la piste de travail ou le ressenti qu'on a comme observateur. Ensuite, il y a eu une synthèse de ces carnets qu'on devait faire assez rapidement, qui a été mise en ligne sur une plateforme. On pouvait lire les observations des autres, compléter, et des séances où on mettait en commun nos observations, nos ressentis, les points importants qu'on avait. Voilà un peu la méthode. Donc je dirais une formation indispensable, distinguer ce qu'on décrit de ce qu'on ressent pour ne pas confondre, et puis des séances ou les 15 jours, 3 semaines où on met en commun ce qu'on a ressenti en termes d'observation, et après il faut un travail de synthèse des principaux enseignements, notamment sur les leviers, les freins psychologiques, puisqu'on était sur la psychologie sociale et l'économie comportementale, essayer dans les observations de repérer ce qui peut faire frein, ou au contraire ce qui peut être un levier à une pratique d'activité physique. Et ça, c'est une séquence qu'on fait après avoir rassemblé ce matériel. Combien de temps a pris l'observation ? L'observation, on l'a étalée sur à peu près 2-3 mois, je dirais. En 3 mois, il nous a semblé qu'on avait une observation
qui n'était pas parfaite, puisqu'on n'est pas des professionnels, mais suffisante quand même pour repérer les principaux freins, les principaux leviers. Quelles sont, à ton avis, les erreurs à ne pas commettre? Les erreurs à ne pas commettre sur ce type de méthodes qui sont quand même, je le dis, assez impliquantes, c'est de vouloir forcer tout le monde à le faire. Je pense qu'il faut faire émerger des bonnes volontés, des gens intéressés, un sujet qui motive, et de partir d'un sujet pas trop compliqué au départ. Et si tu pouvais nous donner un conseil? Un conseil, c'est le revers des erreurs, c'est-à-dire plutôt partir de l'expérimentation, partir du volontariat, dire clairement, je parle d'un point de vue de dirigeant, qui a en responsabilité des équipes, de clairement dire qu'on a le droit à l'erreur, que si on se trompe, c'est pas grave, on fera autrement, ou on ressentira. Ça, c'est le principal conseil, parce que ça déstresse aussi beaucoup les agents, et du coup, ils sortent des ressources complètement inexplorées, qui sont moins présentes quand ils ont l'impression qu'ils vont être jugés s'ils se trompent ou s'ils réussissent. Merci Simon. De rien, Jeanne. Sylvie, est-ce que tu peux nous dire qui tu es, d'où tu viens et ce que tu fais? Je suis Sylvie Sferman, je suis sous-préfète de l'arrondissement de Limoux, Limoux dans l'Aude, donc 25 km au sud de Carcassonne. Je suis sur un territoire rural, à peu près 45 000 habitants. Et je travaille sur un projet de création de maisons de l'État, c'est-à-dire la transformation de la sous-préfecture qui accueille d'autres administrations en son sein et qui donc ne peut plus s'appeler uniquement sous-préfecture, puisque c'est une addition de plusieurs administrations et cela devient du coup une maison de l'État. Et pour réussir cette maison de l'État et qu'elle ait un sens au-delà de la mutualisation immobilière, c'est que nous avons réfléchi aux mutualisations fonctionnelles et notamment notre idée dans le projet de service, c'était d'avoir un accueil mutualisé, quel que soit l'usager que nous accueillons. Donc les trois administrations qui entrent dans cette maison de l'État, donc la sous-préfecture, la direction départementale du territoire et de la mer et un centre d'information et d'orientation de l'éducation nationale. D'accord. Et alors du coup, tu as rencontré des usagers? Alors en fait, l'appel aux usagers dans ce projet, s'est concrétisé lorsque nous sommes arrivés sur un point de blocage, qui est en fait la résistance au changement, c'est-à-dire aucun fonctionnaire de l'éducation nationale ne veut faire l'accueil pour la sous-préfecture, les agents de la sous-préfecture disent ne pas savoir faire l'accueil d'une DDTM, et nous sommes donc tombés sur un irritant. À partir de là, on s'est dit, il faut qu'on change le focus, il faut qu'on change de lunettes et que nous regardions peut-être ce que les usagers attendent d'une maison de l'État, sachant qu'on a des usagers différents et pour certains communs. Donc, nous avons imaginé interroger les usagers pour voir comment nous, on pouvait configurer du coup cet accueil. Est-ce que tu peux nous raconter ce projet justement? C'est un projet en 3 phases. Et nous sommes en fait en plein dedans, en quelque sorte. Donc je peux vous parler des 2 premières phases. La première, c'était l'immersion ethnographique. Donc les socio-designers sont venus une semaine à Limoux s'imprégner de comment fonctionne l'accueil des 3 administrations. Et surtout, ils ont interrogé les usagers qui venaient à nos banques d'accueil successives. Et ils sont également allés sur le marché du vendredi matin à Limoux, interroger vraiment la population sur qu'est-ce qu'ils entendaient, de qu'est-ce que fait une sous-préfecture, qu'est-ce que fait une DDTM, quelle était leur représentation. Le CIO, ça semblait assez clair, pour les 2 autres, c'était un peu plus flou. Et ce matériau de l'immersion ethnographique ensuite a été traduite dans des documents qui nous ont été présentés en comité de pilotage. Et puis nous avons entamé la phase 2 qui consistait en fait à mélanger les agents et les usagers en focus group sur différentes thématiques. Donc la première c'était, premier groupe, c'était est-ce que c'est à l'État de faire la promotion de ses actions ou est-ce que le citoyen doit être autonome et doit chercher l'information en toute autonomie. Deuxième groupe, focus group, c'était sur la question de, puisqu'on accueille un CIO, est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer des nouveaux services publics en direction des usagers? Et pour cela, on a pas mal mobilisé des enseignants. Troisième groupe, c'était sur le bien-être au travail pour les agents et le bien-être à l'accueil pour les usagers. Voilà. Et puis le 4e groupe, c'est
le prototypage de l'accueil avec des petits Lego. Donc les équipes, usagers et agents, ont construit avec des petits Lego comment ils imaginaient l'accueil. Et tout ceci a été restitué bien sûr dans un comité de pilotage et nous avons la carte des usages présentée comme un plan d'architecte en fait, hein, qui vous dit voilà les circulations, voilà où sera l'espace de coworking, voilà où sera la borne d'accueil, voilà. Est-ce que c'était facile de travailler avec les usagers ? Les 3 administrations qui ont proposé tel et tel usager, plus des habitants un petit peu tirés au sort en fait, hein. On a des habitants qui sont venus à la sous-préfecture et on leur a dit est-ce que vous aimeriez participer? Nous sommes en train d'expérimenter et selon leur agenda de disponibilité, ils ont noté la date et ils sont revenus le jour J pour les focus group. Voilà comment on a sélectionné les usagers. Donc c'était très varié, on va dire. On a également mobilisé le conseil citoyen. Donc c'est intéressant aussi de s'appuyer sur des représentations de citoyens, sans faire l'impasse d'avoir quand même un citoyen tiré au sort en quelque sorte, hein. Voilà. Et puis le contact citoyen, usager, agent, puisqu'ils étaient ensemble et que c'était un regard croisé. C'était intéressant parce que ça donnait quand même une vision 360 degrés hein, de ce qu'attend en fait un usager quand il est accueilli à la sous-préfecture, à la DDTM, au CIO. Et les agents ont dû parfois entendre des choses pas très agréables. Par exemple, l'usager qui dit bah, « moi j'aimerais bien être accueilli avec un sourire ». Et combien d'usagers il y avait dans ce projet ? Alors, en fonction des groupes, c'était variable, hein. Donc les groupes, c'était à peu près, les focus groups, c'était à peu près 25 personnes à chaque fois. Et au total, puisque là j'ai un décompte précis, puisqu'on a fait une restitution publique, on a invité tous les personnels et usagers qui ont participé à un moment ou à un autre dans le processus, et nous étions 73. D'accord. Donc tu maintiens une communication avec eux, même après leur participation. Forcément, et à chaque étape, hein, puisque le processus est encore en cours. Et à chaque étape, on fait un retour à tous les participants, généralement sous forme d'une présentation publique. Quel conseil nous donnerais-tu pour prendre en compte leurs apports ? Alors les usagers, ils se sont exprimés sur plein de choses, évidemment. On s'est laissé, on va dire, la place à la créativité, voire au rêve. Hein, puisque vous imaginez bien, cette création de maison d'État va impliquer une rénovation immobilière sur le bâtiment, qui lui est dans un chiffrage qui est cerné. Il faut voir si ça rentre maintenant dans l'enveloppe immobilière. Hein. Donc, on va dire tout ce qui a été exprimé a été traduit dans la proposition socio-design. Le comité de pilotage, où il y a les acteurs décisionnaires, vont évaluer ce qu'ils peuvent intégrer et on va peut-être devoir gérer quelques déceptions si on n'arrive pas à être fidèle à la carte des usages et à ce schéma architectural. Mais nous avons bien posé les règles au départ, à la fois en direction des usagers et en direction des agents, c'est que tout ne sera pas possible. Il faut que ça reste dans l'enveloppe financière qui nous a été attribuée, mais nous allons faire tout ce qui est dans notre possibilité pour respecter au plus près, parce que c'est ce qui a été exprimé et par les agents et par les usagers. Et si c'était à refaire ? Alors, si c'était à refaire, c'est une expérience extraordinaire, hein. C'est une expérience humaine déjà. On voit comment les regards évoluent. Les agents qui au début étaient assez réticents, parce que c'est toujours la résistance au changement, hein. Le fait de voir arriver dans votre bâtiment des étrangers, enfin des administrations qui ne sont pas les vôtres, comment on va travailler ensemble, on ne se connaît pas, on ne sait pas ce que fait l'autre. Enfin, voilà, il y avait quand même cette réticence au départ. Maintenant, ils organisent des pique-niques dans le jardin de la sous-préfecture. Donc il y a vraiment quelque chose qui s'est installé et c'est de très bon augure pour le futur vivre ensemble dans cette maison d'État. Merci Sylvie. Merci Jeanne.